Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous. Lundi 3 mars, on est en live jusqu'à 21h, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Au programme de cette nouvelle semaine avec Time Sport, votre émission phare. On va parler de quoi? On va parler de l'Olympique de Marseille. Retour sur la réception du FC Nantes au Stade Vélodrome. Sans oublier le Paris Saint-Germain qui rencontrera mercredi soir au Parc des Princes Liverpool et Reds de Mo Salah à l'affiche de ces 8e de finale dans cette édition de la Champions League. Oui, l'édition 2024-2025, et on aura aussi, comme il se doit, chaque lundi soir, c'est le Tea Time avec Mourad. Le débat du jour, on vous le rappelle, le débat du jour, chers auditrices et auditeurs, on va parler de Marseille érongé en conquérant sur ses terres du côté de l'Orange Vélodrome. Allez, n'oubliez pas, vous pouvez réagir avec le 01 53 48 3000. Voilà, avec toute l'équipe de Time Sport, et sans plus tarder, on va présenter toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir, on sera en compagnie, il y a un petit peu de retard sur la route avec Mourad, sans oublier aussi Alison, et on est avec Yacine et aussi Juan José. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Buenas tardes a todos. Ben oui, on va pouvoir parler des football français, et puis avec la journée d'hier, mais surtout, quand même, nous allons parler des matchs qui nous attendent de 8e de finale demain et après-demain, et notamment ce match que tout le monde attend. Real Madrid, Atlético Madrid. C'est pour ça. le PSG Liverpool. On l'a pas oublié. Ouais, on l'a pas oublié. Yacine, PSG Liverpool, c'est ça. 8e de finale, allez. Oui, Yacine. Bonsoir, Yacine. Bonsoir, alors, Bilal, comment ça va, Yacine? On a bien mangé, Yacine, la rupture du jeûne. On le rappelle. Un bon mois de Ramadan, Yacine. Moi, je mange léger. Ouais, léger. C'est ça. La nourriture ne me. Il y en a beaucoup qui font comme toi, Yacine. Ne m'impressionne pas du tout. Donc, je jeûne. Voilà, donc après chacun il est libre, chacun, si quelqu'un il veut se remplir le ventre, il se remplit le ventre, chacun il gère son métabolisme. Il y en a qui dévorent tout d'un coup. Oui. Il y en a qui vont tout doux. C'est un mois où les abus sont énormes, où les gens ne pensent qu'à une seule chose, peut-être arriver chez eux et manger, alors que le but, je suis pas un imam, mais je sais que le but c'est pas ça. Voilà. Allez, on va retrouver à la réalisation Yacine, c'est Solal, le réalisateur. Bonsoir Solal, comment ça va? Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. 20h, 21h, en tout cas, sachez que moi j'ai bien mangé en la compagnie de Bilal. Vous avez suivi forcément les émissions avant avec forcément Abdelali Mamoun, c'était génial. Et on vous promet ça pendant un mois, donc soyez connectés, chers amis. Peut-être qu'il vous restera encore un peu d'appétit pour écouter la chronique de ce soir de Mourad. Le sport anglais, n'est-ce pas? Oui, on va parler, on n'en dit pas plus, je sais pas, d'immenses stars du football anglais sur l'antenne de Beurre FM. Juan José, on va s'attarder avec toi avant de parler de l'Olympique de Marseille. La sortie de Monsieur Teddy Riner, qui les arbitres devraient sévir davantage justement. Il est chez nos confrères de l'équipe ce soir. Il y a eu encore des altercations, des fameux brouilles dans ce championnat qu'est la Ligue 1 McDonald's. Et oui, depuis 2 semaines, effectivement, les arbitres sont au centre de la polémique. Beaucoup, c'est vrai. D'abord avec le président de Marseille qui a parlé des corruptions, et puis ce week-end avec ce contact avec le bout du nez. Sur un terrain entre un entraîneur et un arbitre. Donc effectivement la critique est de mise ces 15 derniers jours. Donc encore une fois, je pense qu'effectivement parfois les arbitres se trompent, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que c'est pas du tout normal ce qui s'est passé il y a 15 jours, ni encore ce qui s'est passé hier sur les terrains français. D'ailleurs l'entraîneur a reconnu s'être trompé et qu'il n'aurait jamais dû utiliser ce geste pour critiquer l'arbitre et s'approcher de façon menaçante à l'arbitre. On verra ce que le comité des compétitions va dire, puisque on sait parfaitement le nombre de matchs à horizon auquel a eu droit le président de l'Olympique de Marseille. On verra comment ça va se passer. Avec cette agression de l'arbitre Benoît Millot par le Fonseca, parce qu'ils se sont touchés avec le bout du nez. Bon, on verra. En tout cas, pétage de plomb, mais il y a une lettre qui a été écrite par l'entraîneur du club rhodanien de l'Olympique Lyonnais, monsieur Paolo Fonseca. Fonseca, qui a perdu les papiers, comme on dit en espagnol, perdre los papeles. Mais en
tout état, tout le monde qui perd. C'est vrai que là, ça s'explique aussi parce qu'il y a un certain nombre de clubs, effectivement, qui se sentent délaissés. Alors, il y a d'autres clubs, tout simplement, qui sont très mal classés, qui voient leur avenir très compromis pour continuer en Ligue 1. Donc il y a une énorme pression. Je rappelle qu'on est à une dizaine de matchs de la fin de la Ligue de cette saison. À une dizaine de matchs, donc on voit parfaitement ceux qui peuvent être rétrogradés, ceux qui vont dire au revoir à l'Europe. Donc bien sûr, la pression elle est réelle, elle est là. Ouais, Yacine, peut-être un mot concernant ces altercations, si je peux me permettre, avec les arbitres, le corps, on va dire, de la direction de club, une direction de club ou encore même l'entraîneur, notamment là en la personne de Paulo Fonseca. Que raconter, que dire là, encore une fois, Yacine? Il y a des problèmes. Il y a un réel problème, on a l'impression, Yacine. Je pense que en France, c'est une attitude non professionnelle complètement de l'entraîneur. Du tout, Yacine. Tu fais bien de le rappeler. Oui, mais ça, je vois pas pourquoi il va voir l'arbitre, il va l'insulter ou s'il a envie d'en découdre avec lui. S'il a envie d'en découdre avec lui, il a qu'à l'attendre à la fin du match et ils vont aller boire une petite bière et ils règlent leurs problèmes, quoi. Mais c'est pas une manière d'y aller devant le monde entier, de se faire voir. En plus, le match, les 3 points, ils sont restés. Là, on a rien compris. À Lyon. Ouais. Moi, je vois pas du tout ce qu'a fait l'arbitre pour mériter un petit peu. Je ne défends pas l'arbitre, hein. Bien sûr. Mais je ne vois pas. Si l'arbitre, à chaque fois qu'il doit siffler, il doit regarder Fonseca pour ça va lui poser dire problème, Yacine, hein. Mais à un moment ou à l'autre, il faut arrêter. Certes, les arbitres, ils fautent aujourd'hui à la VAR. Et derrière la VAR, on peut faire, il y a beaucoup de recours administratifs, on peut sanctionner un arbitre, voilà. Donc, franchement, c'est les coachs là qui vont voir les arbitres. Pour moi, ils n'ont pas leur place sur le bord de touche. Ah ben justement, il a raison, ce Yacine. C'est Hervé qui te passe le bonsoir, Yacine. Et justement, il a dit de rester assez cool avec Monsieur Paulo Fonseca. Mourad, bonsoir Mourad. Bonsoir Bilal. Qui nous a bonsoir rejoint. À tous. Une réaction, avec ce pétage de plomb, de Monsieur Fonseca sur au bord du terrain, quoi. Il a des circonstances atténuantes, Fonseca. Hein. Il est passé par l'Ukraine, il a géré Théo Hernandez. Non, je plaisante. Non, mais quand même, Mourad. Non, mais pas les trucs qui courent, là. On a l'impression qu'en Ligue 1, justement, c'est une journée sans fin, l'arbitrage. Il y a un problème. On a l'impression, chaque gros club sont visés par des problèmes d'arbitrage. Donc là, maintenant, à la place de dire comment a été le numéro 10, comment a été le gardien, comment a été l'avant-centre, on va demander comment a été l'arbitrage. Non, plus sincèrement, moi, je pense qu'il faut... il y a un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Grenelle du basketball, des transports, etc. Il faudrait peut-être faire un Grenelle de l'arbitrage, voilà, pour tout remettre à plat, parce qu'on a l'impression que le dialogue est devenu impossible. Chaque partie est cantonnée dans sa tour d'ivoire, plus personne ne discute. Donc, faudrait faire peut-être un Grenelle de l'arbitrage en réunissant les coachs, les joueurs, les clubs, les instances de l'arbitrage. Je sais plus qu'il y a une instance, comment elle s'appelle, la DTA, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, pour tout remettre à plat et essayer de faire avancer le football, parce que là, sinon, ça va être le ruissellement par le bas. Là, c'est Fonseca tout en haut, et demain, ça va être, je dis n'importe quoi, Villejuif contre Bobigny, avec des mêmes actions de la part d'entraîneurs envers les arbitres, et même encore pire, et même au niveau des écoles de football. Oui. Voilà, en France. Donc voilà, donc il y a un souci d'exemplarité. Voilà, un souci dans le football français, on a l'impression. Donc voilà, il a des responsabilités, Fonseca. Ouais. Pareil pour les autres. Et par contre, là, je sais pas quelle sera la sanction. Je sais qu'ils vont passer de manière anticipée. Mais j'aimerais bien aussi un équilibre des sanctions. Quand on voit que Benassia, il a été sanctionné très très sévèrement. Et que j'imagine que la sanction de Longoria a été moins sévère, et j'imagine que celle de Fonseca sera encore moins sévère. Je me dis, quelles sont les raisons pour lesquelles Mehdi Benassia a pris autant, voilà, en termes de sanctions. La raison, c'est parce que, une quinzaine de matchs, alors qu'il a même pas touché. L'arbitre, il a comparé à Olivier Le Temps. Je veux dire, il ne reste que d'images. Donc, pour Longoria, la Ligue 1, c'est fini. Oui, mais après, il y a t'as raison de parler d'image, parce qu'il y en a certains qui exaltent et qui disent, qui parlent en nombre de mois. Ouais, mais en nombre de mois, il n'y a pas de match entre le mois de juin, juillet, août. C'est quelque chose. Donc voilà, remettre toutes les choses à plat pour faire avancer le football. Le football devrait moins dépendre des droits TV, des transferts, selon la ministre des Sports, on le rappelle, Madame Marie Barzac, qui est ressortie d'une réunion
au siège de la fédération des 3F, Fédération française de football. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Ce lundi soir. Allez, vite de réaction avant de retrouver Marseille. Solal, tu aimerais dire quoi? C'est par rapport à Fonseca. Moi, je suis tellement triste de voir qu'aujourd'hui, des individualités au sein de collectifs de foot prennent des décisions de manière archi égocentrée, en prenant tout pour eux et oublient de s'effacer pour leur collectif. Ça existe depuis la nuit des temps, des invectives comme ça, des joueurs de foot qui entendent des choses, etc. Au bout d'un moment, même si ça touche les entraîneurs, le problème là maintenant, c'est que l'entraîneur se sent supérieur à la fois aux arbitres, parce qu'on l'a bien vu dans sa prise de tête, mais d'une certaine manière et paradoxalement, il se montre supérieur à son club même, parce que dans sa prise de décision presque trop spontanée, il prend les choses pour lui avant de réfléchir. Moi, si j'étais texteur, ça m'arrange. Aux retombées que ça peut avoir pour le club. Mais regarde, tu vois, au final, aujourd'hui, ils sont pénalisés. On parle d'une pénalité. On va parler de quelque chose qui est beau. Si maintenant on s'illustre, on trouve qu'une seule manière de s'illustrer, c'est à travers non pas des résultats, mais à travers des prises de décision comme ça. Sur un claquement de doigts où tu vas décider de confronter ta tête à un arbitre, tu brilles plus vraiment. Je suis désolé. Alors vas-y. Non, moi si j'étais texteur, je rejoins Solal là-dessus. De Marseille. Je sais pas si c'est possible de le licencier pour faute grave, parce que là il pénalise le club, il pénalise l'équipe. Et rappeler Sage. Voilà. Et rappeler Pierre Sage, bien sûr. Parce que tout le monde a compris que le licenciement de Pierre Sage était un peu prématuré. Je pense que ça s'est mal fini et que la page n'est pas définitivement tournée. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit dans son communiqué. Hier soir, dimanche, du côté de l'Orange Vélodrome, le conquérant, le libérateur plutôt, sur les terres marseillaises, remplies avec des drapeaux algériens, c'est Gouiri qui en a libéré plus d'un du côté de l'Orange Vélodrome. On rappelle le score, Yacine, 2-0 face aux Canaries. Petit clin d'œil aussi à Kim qui nous écoute ce soir. Gouiri par l'intermédiaire à la 73e et aussi Greenwood à la 77e. Marseille conforte sa place d'une certaine manière, mais c'est vrai que Benasser, on l'a pas vu, Yacine. Ça commence à titiller un peu l'international algérien. Il fallait déjà voir Gouiri et Greenwood contre Auxerre, et malheureusement les Chevaliers n'étaient pas là. Je pense qu'ils sont partis se promener un petit peu, faire un petit tour. Et là à Marseille, ils ont joué une équipe de Nantes complètement, on va dire, décimé mentalement. Au début c'était un petit peu dur, Yacine, on a l'impression. Parce que Marseille c'est faible. Marseille c'est faible. Tout simplement. C'est Marseille. Quand on voit une grande équipe, regarde hier le cas de Barcelone. Tu sens que c'est une équipe qui déroule le tapis. Aujourd'hui Marseille ne joue pas. Certes, il y a des éclaircies par-ci par-là, mais le groupe n'y est pas. C'est pas avec ça que tu vas aller chercher le PSG. Maintenant, si tu veux battre Nantes, tu peux battre Nantes. Ouais. Mais il faut battre le PSG. C'est là où on va voir si Marseille vraiment a fait un super recrutement. Aujourd'hui, moi, je suis sceptique. Ouais, sceptique. Contre C. Alors sur Marseille, là où je suis d'accord avec le match Yacine. n'a pas été un match très intéressant. Il y a des hauts et des bas avec Marseille, mais quand tu regardes de près le match, tu te rends compte qu'ils ont eu quand même des opportunités. Ces 2-0, ça aurait pu être 3 ou voire 4-0 ou 4-1, pourquoi pas. Mais aussi, on a vu que ils ont eu pratiquement 75% du temps des possessions de ballon. Donc ils n'ont pas été non plus bousculés par Nantes. Du tout. Donc effectivement, ils se sont laissés aller. Il y a des hauts et des bas. Par contre, ça reste quand même la deuxième équipe du championnat de France. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore assuré cette deuxième place. C'est vrai que le PSG leur a donné quand même un coup de main assez important en battant Lille, qui était l'un des poursuivants. J'attends aussi voir comment ça va se passer la semaine prochaine, puisque il y a Marseille reçoit Lens. Oui, non, mais il y a match de Nice, le PSG, je crois. Nice-Lyon, qui le perdant va s'éloigner. Marseille, pour l'instant, sa seule inquiétude aujourd'hui, ou sa seule préoccupation, doit être engranger des points les uns après les autres. Pour consolider sa deuxième place. Il faut consolider sa deuxième place. Aujourd'hui, ils sont à 11 points derrière le PSG. Ils ne vont jamais le trouver. Mais il faut consolider. Donc, c'est vrai, ce n'était pas un match beau à voir. Il y a eu des matchs beaucoup plus intéressants. Mais retenons qu'il a encore gagné chez lui.
puisqu'il y a quelques semaines, on disait qu'il gagnait chez lui. Là, il arrive à gagner chez lui. Juan José, il y a une chose, c'est il y a beaucoup d'herbouka autour de l'arrivée des Algériens de Marseille. On a l'impression que le club de Marseille change de planète d'une semaine à l'autre. Le match d'Auxerre nous l'a rappelé tout de suite. Donc aujourd'hui, pour dire que ces joueurs apportent quelque chose à ce groupe marseillais, il faut attendre à la fin de saison. On va voir ils vont où placer le club phocéen, parce qu'aujourd'hui battre Nantes, je pense que c'est pas. On va poursuivre avec Mourad. C'est pas chose compliquée. Pour faire trembler. Vas-y Mourad, on l'écoute avant la pause. Mourad, on t'écoute. Non, effectivement, moi par rapport au match, moi je vais parler un peu du FC Nantes. Moi j'ai été agréablement surpris par la première mi-temps du FC Nantes. Je les attendais pas à effectuer ce pressing haut. Il y a eu des satisfactions. Moi j'ai bien aimé le jeune Louis Leroux. J'ai bien aimé Moses Simon, l'international nigérian. Donc franchement, je trouve que Marseille, là où la clé du match de leur côté, ça a été la patience et ça a été la force mentale, parce qu'à partir du but refusé d'Adrien Rabiot, d'un orteil, donc à un moment donné il fallait rester dans le match, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont attendu, ils ont été patients, ils ont trouvé la clé. Mais après, pour rejoindre Yacine sur ce qu'il disait, c'est que moi j'ai toujours du mal à juger l'Olympique de Marseille, à les évaluer vraiment. J'arrive pas à savoir si Gouiri c'est vraiment le grand attaquant, j'arrive pas à savoir si Balerdi c'est une fraude ou si c'est vraiment le patron, j'arrive pas à savoir si Benasser ça sera un game changer. Tu vois ce que je veux dire? Si De Zerbi c'est vraiment le Messi avec un E toujours critiquable côté Marseillais. Donc voilà, donc ça reste voilà, je suis sur ma fin. J'ai vraiment du mal à les jauger, cette équipe de l'Olympique de Marseille. On va faire une courte pause, Mourad, et on va revenir avec le Paris Saint-Germain qui rencontrera mercredi soir à Liverpool, et on aura un mot à dire avec toi, Mourad, concernant le football anglais. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h17. Vous êtes à l'écoute de la plus belle des radios en compagnie de Mourad et son Tea Time qui arrive à grands pas avec un magnifique débat concernant le football anglais. On sait pas de quoi on va parler, mais on va voir. Il nous a préparé, il nous a concocté une petite surprise. Une petite surprise, c'est ça. Juan José pour parler du soleil, la météo. On l'espère encore, beaucoup de soleil dans les rues de Paris et à travers le pays. Non, je veux parler du soleil ibérique, espagnol, avec le Real Madrid face au Colchoneros, et Yacine qui sera avec nous tout au long de cette émission, sans oublier Alisson qui se fait désirer, mais on l'attend à grands pas, cette Alisson. Allez, place à l'Olympique de Marseille encore une fois. Time Sport, la parole des sociaux. Nous t'écoutons, Mourad, de retour sur la Canebière. Non, parce que j'avais pas fini de parler du FC Nantes. En fait, Là, on est sur un écran, on voit justement le match de Greenwood. Moi, j'ai apprécié le match de Greenwood parce que il a été souvent critiqué en disant que au niveau du contenu, il était absent, etc. Mais la marque des grands joueurs, c'est quoi? C'est être décisif. Et justement, c'est ce qu'on constate chez Greenwood. Donc, c'est vraiment l'atout offensif de l'Olympique de Marseille. Et tout à l'heure, Yacine évoquait le fait de vraiment juger l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils ont peut-être leur carte à jouer si le Paris Saint-Germain échoue face à Liverpool. Tu vois, s'ils sont éliminés face à Liverpool, peut-être qu'ils seront plus vulnérables. Voilà. Au niveau mental, peut-être qu'ils seront prenables. Donc ce sera peut-être non pas pour jouer le titre, mais peut-être une occasion pour l'Olympique de Marseille d'inverser un peu la tendance et de prendre l'ascendant psychologique. Pourquoi pas pour la saison prochaine. En tout cas, ça peut faire partie de la feuille de route de Roberto De Zerbi. Ouais. Donc voilà, il y a aussi, on évoquait l'arbitrage. Et je voudrais aussi saluer l'arbitrage de Madame Frappard. Je sais pas si vous avez vu. Donc, qui a été. Il n'y a pas eu de pris parti. C'était mauvais des deux côtés. Elle a été saluée, elle a mal arbitré des deux côtés. Donc, au moins, il n'y a pas de jaloux. Donc, il n'y a pas de jaloux. Je trouve que tu es très esquis dans tes goûts. Quand tu parles de foot. J'arrive pas à comprendre ce Marseille-là. Et là, on parle du meilleur Marseille depuis ces 4 dernières saisons. Parce que c'est le meilleur. Parce que c'est celui qui n'est pas en dents d'essie, qui depuis plusieurs mois reste en haut du championnat. Excuse-moi, si Rouli ne sauve pas le match. Non, mais pour moi, si Rouli ne sauve pas le match sur 2-3 arrêts face à Moïse Simon. Je me suis embourgeoisé. On regarde le Real Madrid le week-end. On regarde le match n'était pas merveilleux. Il fait la visite du salon d'agriculture aussi. Ça n'empêche que quand tu regardes cette saison par rapport à ce que Marseille a fait auparavant, là, le supporter de Marseille pourrait être content des
performances qui sont les siennes. On doit enchaîner. Oui, avec Yacine rapidement. Quand tu regardes Marseille avec Alisson. La Ligue 1 en France cette année, moi ça m'étonnerait même un très très mauvais Marseille d'être en seconde position. Il n'y a plus rien en France. Il n'y a plus rien. Quand on voit les matchs, on a l'impression que c'est vraiment. J'ai jamais vu la première division, enfin la Ligue, la Ligue 1, Uber Eats ou Scooby-Doo. Non, c'est pas Scooby-Doo, arrête Yacine, c'est la Ligue 1 McDonald's. Ouais, quand même, Yacine. Ah ben oui. T'as le droit de manger du burger, t'as le droit de manger ce que tu veux. Quand on envoie les joueurs qui rentrent sur le terrain, on a l'impression que vraiment ils sortent du McDonald's. Franchement, donc ça m'étonnerait pas que Marseille ils sont hauts, hein. Parce que le niveau, franchement. Non, mais il a raison. Quand tu vois Nicolas Palois, quand tu vois Palois, en première mi-temps, c'est Jabstam. En deuxième mi-temps, c'est Pascal Sigan en fin de carrière. Et des fois, on zappe, on tombe sur plusieurs matchs. Et des fois, quand on tombe sur un match en France, on a l'impression qu'on a changé de continent. Allez, Alisson, on écoute. Marseille, avant de parler de Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en plateau, et je suis même assez d'accord avec les avis tranchés. Parce que je trouve que cette équipe de Marseille rend un peu schizophrène et bipolaire, dans le sens où effectivement Juan José a raison. Quand on regarde les statistiques de Marseille, c'est l'une des meilleures équipes de Marseille de ces dernières années. Mais effectivement, dans le jeu, je la trouve pas terrible, pour rester poli, cette équipe de Marseille. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je trouve qu'on s'ennuie. Quand on regarde Marseille, on sait jamais, on peut pas être constant. Ça veut dire qu'on peut pas se réjouir d'une victoire de Marseille parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner au match d'après, malheureusement. Et donc, cette équipe de Marseille est un bon deuxième, mais à la fois un mauvais élève. C'est-à-dire que quand on regarde le classement, on dit bon, effectivement, Marseille est à sa place derrière le Paris Saint-Germain. Mais quand on commence à disséquer et à décortiquer ce qu'elle est vraiment, Flipper le dauphin. C'est Flipper le dauphin. Exactement. Quand on commence à décortiquer ce qu'elle est vraiment, cette équipe de Marseille, pour moi, elle vaut pas grand chose finalement. Surtout si on fait le comparatif. C'est le meilleur du dauphin, mais ça reste un dauphin. Flipper, c'était sympa. On voit le PSG d'aujourd'hui et on voit l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui. On se dit que il y a un vrai décalage. Il y a 3 siècles qui les séparent. Oui, 3 siècles. Ouais. Moi, je parle sur le niveau de football. Oui, Yacine. Mais c'est la vérité. Il a plus de voix. Il a un fou rire, Yacine. Mais non. Moi, quand tu vois Marseille aujourd'hui, ça me rappelle l'âge Auxerre des années 80, la fin des années 90. C'était pas mal. Des années 2000. C'était pas mal à dire. J'ai cru qu'il allait me dire, ça me rappelle Ben Bella dans les années 50. Il avait joué. Il était gardien de but de Marseille. Voilà, merci. Il a raison. Solal, rapide. On va retrouver les Coltio avec Juan José. Il y a un mot qu'a dit Alisson qui est réel, et qui est le mot ennui. Déjà, lorsqu'on n'est pas supporter de l'OM, le mot ennui, il a un poids moins lourd que quand on est supporter de l'OM. C'est-à-dire qu'on a moins de tolérance, qu'un supporter de l'OM. Mais à la sortie du stade, on a tendu les micros aux supporters de l'OM et tous, mais se sont fait, excusez-moi les termes, mais fait chier pendant toute la rencontre. Quoi. Oui, mais pas grand chose. Ça manquait d'intensité. On est d'accord. Et quand même des supporters d'un club en viennent à prononcer le mot ennui par rapport à leur propre club, c'est vrai que c'est assez déconcertant dans la mesure où faut qu'ils y aillent doucement aussi. Voilà, j'ai regardé les matchs. J'ai regardé les matchs. Doucement, vous parlez quand même de joueurs des années 50. Donc non, mais je veux dire, les supporters de l'OM. Quand tu parles d'ennui, même moi, ils sont passionnés aussi. J'ai vu le match. Franchement, c'était pas trop ça. Dans les dégagements, c'était incertain. On aurait dit. Il s'agirait de pas se surestimer. Des coups de billard partout, etc. Donc c'est vrai que c'était très peu agréable à voir. Très chaud. C'est la Ligue des Champions 2024-2025. Il faut pas prendre son avis vraiment parce que c'est un supporter du PSG. Non. Il est pas connaisseur du football espagnol. Quand les supporters du PSG parlent, il connaît bien les Merengues, le Real Madrid face aux Colchoneros. C'est demain 21h, 8e de finale. Allez, Juan José. Avant de parler du Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Demain, Kylian Mbappé. C'est là, ce ligne des confrontations qu'on attend tous, ce Real Madrid qui a mal préparé ce match de demain puisqu'il a été battu 2-1 par le Betis Séville et notamment un superbe match d'un ancien madrilène, Isco qui joue aujourd'hui à Séville et qui revient. Qui a célébré comme pas possible en plus. Donc et puis l'Atlético de Madrid à notre côté par contre qui a bien préparé ce match puisqu'il a battu l'Atlético de Bilbao qui est 4e. La réalité de toute façon aujourd'hui, c'est que les 3 grosses équipes espagnoles, elles sont vraiment dans un mouchoir des poches. Aujourd'hui, ce mouchoir des poches, à la tête, vous avez le Barça, juste derrière l'Atlético et juste derrière le Real Madrid. Bon, le match, c'est un match quand même atypique parce que les deux clubs se connaissent très bien, parce que
l'ambiance entre ces deux clubs ces dernières semaines était compliquée après les différents chocs qu'il y a eu, que ce soit en Liga, que ce soit en Coupe du Roi, etc. On verra, ça reste. On connaît déjà l'issue de ce match, Juan José, non? Non, on ne connaît pas. On a l'impression de l'avoir vu, le film, on l'a vu. Oui, le film. Ils vont jouer bloc-bas l'Atlético et à la fin, ce sera le Real Madrid qui va gagner sur une action individuelle ou sur un fait de jeu. Le bel histoire, c'est ça, c'est qu'effectivement, en Champions League, effectivement, l'Atlético Madrid n'a jamais réussi à éliminer le Real Madrid. Il y a notamment ces deux finales perdues face au Real Madrid. Bon, tout reste à écrire. C'est un match à leur retour. Cela dit, effectivement, avec cet autre match de PSG-Liverpool, je crois que ce sont les deux, voire le 3, puisque je ne vais pas laisser le Bayern Munich et contre Leverkusen, qui va être aussi un match vraiment des très, très, très haut niveau. Ouais, donc, on a des huitièmes des finales qui sont vraiment stratosphérique. Ouais. Moi, quand j'entends Juan José parler, ça me rappelle tous les journalistes espagnols qui sont anti-Real de Madrid. Ouais. Ça papote. José, je crois pas qu'il est. Mais à la fin, c'est toujours le Real de Madrid qui gagne. Ils connaissent la réponse déjà. Ils veulent justifier, ils veulent apporter toutes sortes de trucs. Mais à la fin, ils savent que c'est toujours le Real qui gagne. Et aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, même le Real il est en 3e position de la Liga. Pour X raisons. Je le trouve mesuré quand même, Juan José. Je le trouve mesuré. Il mesure bien les distances. Ça, c'est victoire. Entre Valenciennes et Madrid, c'est vrai, il connaît très bien la distance. Mais une seule chose, les Espagnols devraient être heureux d'avoir un club comme le Real de Madrid. Je ne sais pas combien de Ligue des Champions il en a dans sa vitrine. Mais on a l'impression que chaque fois qu'il tombe contre l'Atlético, et ça papote. Et enfin, c'est le Real qui va gagner. C'est normal. Non, mais Real pour eux. Ça reste un derby, ça reste un très gros derby. Surtout au vu, Juan José l'a dit, la Liga est très serrée. Il y a un point, si je me trompe pas, entre l'Atlético et le Barça. Et 2 points entre le Barça qui est premier et le Real Madrid qui est 3e. Donc effectivement, on voit que les Real c'est un peu en dents de scie ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a Mbappé qui carbure, mais ça a un petit peu du mal. Vinicius a un petit peu du mal. Rodrigo aussi, c'est un peu moins bien, surtout que c'était lui, à mon sens, le meilleur depuis le début de la saison au niveau du Real, en tout cas en attaque. On a Bellingham aussi qui est bon, mais qui dernièrement a pris un carton rouge. Donc effectivement, et de l'autre côté, ça déroule et c'est constant. Surtout cette saison, l'Atlético Madrid. C'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut rappeler. Cette année, l'Atlético Madrid est le seul club, hormis le Real et le Barça, parce que eux ont perdu, ont eu des creux, ont eu des périodes de moins bien, et eux, l'Atlético, cette saison en tout cas, ont toujours été constants. Donc on se dit, est-ce que, même si Madrid, donc Real Madrid a l'ascendant psychologique, effectivement, là je te rejoins, est-ce que cette saison, peut-être que ça pourrait pas tourner à l'avantage de l'Atlético? Peut-être. Mais après, à la fin, on sait que c'est le Real qui gagne. Alors, Mourad, réaction. Non, je rejoins tout le monde là sur ce qui se dit, mais je pense que l'Atlético Madrid, elle souffre peut-être d'un déficit, on va dire marketing, peut-être un déficit de mental. Quand tu t'appelles les Matelassiers, est-ce que tu peux vraiment prétendre à battre le Real Madrid et la Maison Blanche? Non, mais franchement, ils l'ont déjà fait, Mourad. Non, mais je veux dire, aller au bout en Ligue des Champions, ça n'a jamais été fait, Bilal. C'est pour ça. En finale. Donc, non, vraiment, je pense que s'il y a une carte à jouer, c'est vraiment cette année. Parce que défensivement, le Real Madrid est un peu moins bien. D'accord? On voit un Ancelotti, j'ai l'impression qu'il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de ses forces. Je le vois un peu incertain, Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Il y a eu un bon recrutement côté l'Atlético, notamment avec Julián Alvarez. D'ailleurs, il faudrait se poser la question pourquoi Pep Guardiola s'en est séparé et pourquoi le PSG ne s'est pas positionné. Exactement. On est d'accord. Donc voilà. Mais après, ils ont toujours ce rôle de lièvre un peu. Tu sais, c'est comme l'Olympique de Marseille actuellement, où en mode dauphin, en mode flipper le dauphin. Ça reste un dauphin, même si c'est le meilleur des dauphins. Donc j'ai l'impression que c'est le rôle un peu de l'Atlético Madrid. Donc il serait temps pour Diego Simeone de briser le plafond de verre et d'aller rentrer dedans au Real Madrid. Voilà. Ça passera pas par autre chose que non pas de jouer bloc bas et d'attendre sur une opportunité, mais d'aller justement au bout. Voilà. 12 ans. 12 ans, c'est une éternité. À la tête de l'Atlético de Madrid. Le jolisme n'est pas mort. 12 ans, c'est une éternité. C'est ça. En Angleterre, 12 ans, c'est 12 ans en Espagne, c'est Ferguson a fait un peu plus. Oui, mais là on parle de légende. Il en a fait des années. Il faut prendre en considération. Alors c'est lequel, Yacine? C'est que je pense pas que Mbappé va laisser filer la chance d'y aller
au bout de son rêve, c'est de prendre le Ballon d'Or. Et sans peut-être on va en parler du Ballon d'Or. Bah oui, aujourd'hui, pour moi, le Ballon d'or, c'est Mbappé. Selon certains, c'est Dembélé. Et selon certains, c'est Mo Salah. Alisson n'a pas dit, mais d'autres l'ont dit. Tu connais la chanson de Khaled? Ouais, Khaled. Dis, tu connais? Il va nous le mettre, il va nous le mettre. Solal, on t'écoute. Allez, plus sérieusement. Vas-y. Déjà, vous parliez du trio espagnol qui est en tête là pour l'instant sur le podium. C'est vraiment très gourmand cette année en Espagne, avec une Liga qui est en tout cas peut-être pas il y a peut-être pas un top 6 qui est fou, mais le top 3 donne vraiment envie de regarder les matchs et de s'y intéresser, parce qu'on avait l'Atlético qui était premier pendant un bon moment, puis ensuite le Real est passé devant, et là enfin le Barça qui a été très bon dès le début de la saison mais qui n'a pas réussi à concrétiser en étant premier, arrive malgré tout à être premier. Donc rien que par rapport à ça, moi je m'extasie chaque semaine de voir le classement évoluer au fil des points, parce que ça peut se jouer à pas grand chose, et c'est des tailles de professionnels. C'est pour ça qu'encore une fois ces équipes là sont agréables à regarder. Maintenant, pour revenir en Ligue des Champions par rapport à Atlético et Real de Madrid, alors vous aviez évoqué le fait que le Real est une équipe à Ligue des Champions et que forcément la Liga, la Ligue des Champions, c'est différent dans la manière que le Real aborde ces affiches-là. Maintenant, et je ne cesserai de le répéter, l'Atlético cette année a trouvé un modèle de jeu qui est révolutionnaire par rapport aux 12 ans sous Simeone. C'est que là où à l'époque, oui, il y a toujours le bloc bas, mais là où à l'époque, lorsque le ballon arrivait dans les pieds d'un défenseur de l'Atlético, il y avait un Felipe Luis qui mettait une patate vers l'avant, un Juan Fran qui mettait une patate vers l'avant, un Diego Godin qui envoyait une patate vers l'avant. Bah aujourd'hui, tous les matchs de l'Atlético, ils gardent le ballon, mais des fois dans des trous de souris, ils arrivent à ressortir vers qui à l'époque, il mettait une patate vers l'avant, vers qui? Vers Diego Costa. Est-ce qu'il y a un Diego Costa actuellement? Il y en a pas. Il y a Griezmann, il y a Julian Alvarez. C'est pas le même jeu. C'est pas le même style de jeu. C'est pas. Avant c'était une bataille physique. C'était un match de boxe. Quand tu regardais Atlético Madrid, Real Madrid. Il y a quand même eu beaucoup d'années entre temps. C'est un supporter du PSG. Ils parlent tous de la même façon. On va parler du Paris Saint-Germain. On va parler. Il y a du temps qui s'est écoulé avec Diego Costa. Et pour revenir à ce jeu-là de conservation. Mais tu parles de Luis Felipe, c'est l'époque de Diego Costa. Dans les 6 mètres de l'Atlético, c'est quelque chose que j'ai jamais vu et que je souligne à raison, parce qu'ils le font bien et qu'ils sont bons avec le ballon, même quand ils sont en danger. Ce qui était rare. Le Paris Saint-Germain sur le mercredi du côté du Parc des Princes, Port d'Auteuil, c'est le PSG qui rencontre les Reds. Et oui, de Mo Salah, les bookmakers français, même anglais, en parlaient, notamment chez nos confrères de Goal Actually. On peut le retrouver avec un pourcentage de 41% de chances de victoire pour le Paris Saint-Germain, match nul à 25%, 34% tout de même de chance pour Liverpool. Messieurs, dames, eh oui, beaucoup de choses à dire. Rapide, 40% pour le PSG, ils sont à 41. Donc une semaine après, ça tire. C'est vrai. Allez, on va marquer d'une pause et on revient avec ce match-là et aussi le football anglais de Mourad. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, dernière partie, 20h35. Vous êtes à l'écoute de Time Sport avec Alisson, Yacine, Juan José et Mourad. Allez, on reprend du côté de la Porte d'Auteuil avec le PSG qui accueille les Reds. Time Sport, le mode pressing. On t'écoute, Mourad, le Paris Saint-Germain j'allais dire Guardiola, mais non, c'est Luis Enrique. Ouais, peut-être, on sait pas, hein. Peut-être, va savoir. Ça aurait pu. C'est peut-être un lapsus révélateur, hein. Ah oui. Vas-y. Non, mais tu voulais évoquer quoi justement par rapport à ce match? Tu voulais évoquer quoi? Le Paris Saint-Germain, la pelouse du Parc des Princes, voilà, c'est ça. La pelouse, le stade Jean-Bouin à côté. Y aura-t-il des Zlébia comme pelouse éventuellement. S'il y a une passation Qatari vers l'Algérie, peut-être qu'il y aurait des Zlébia à la buvette au Paris Saint-Germain. Ça serait sympa. Non, je plaisante. Non, plus sérieusement, pour le Paris Saint-Germain, là, c'était quoi les statistiques au niveau des bookmakers, tu disais tout à l'heure? Justement, on était sur les temps forts. C'était 41 de chance pour le Paris Saint-Germain, 34 de chance de victoire pour Liverpool. Sur la qualification en général, sur le match. 40% pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un peu sous-évalué. Je pense que justement le Paris Saint-Germain a toutes ses chances à domicile, et s'ils doivent réussir un match, ce sera à domicile. On l'a vu à l'époque de Verratti il y a quelques années, lorsqu'il y a eu cette double confrontation face à Liverpool, comment ils avaient tiré leur épingle
épingle du jeu, notamment, il me semble, à domicile, si je me trompe pas, avec un très gros Verratti à l'époque. Moi, on en a parlé ici dans cette émission sur les points faibles du Liverpool Football Club, notamment sur les côtés, défensivement. Je parle pas offensivement, Alexander Trent-Arnold ou Robertson. Je parle plus défensivement. Quand on voit les machines de guerre qu'ils ont sur les côtés, avec Achraf Hakimi, avec Nuno Mendes, avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, je pense que ça peut faire très très mal. Bien sûr qu'il y aura une bataille légitime au milieu de terrain, mais voilà, ce sera un débat d'idées. Je pense que Slot, il va jouer avec ses idées, convaincu. Luis Enrique, pareil, c'est pas Unai Emery qui change de tactique à chaque fois. Je pense que lui, il va mourir avec ses idées. Donc voilà, moi je vois bien le Paris Saint-Germain tirer son épingle du jeu. Après, si le Paris Saint-Germain perd, pour moi, c'est pas un scandale parce que on voit qu'il y a quelque chose et un projet qui est en place, le collectif est vraiment mis en avant. D'ailleurs, Nasser l'a souligné. Donc, si le Paris Saint-Germain perd par rapport à cette qualification, je pense que ça peut être une défaite fondatrice, comme un peu Liverpool. Exactement. Je pense que c'est la manière qui va primer, mais ça peut être une défaite fondatrice, comme l'a été Liverpool de Klopp à l'époque où ils avaient perdu face au Real Madrid et ensuite ils ont enchaîné, ils ont le parcours qu'on connaît. Intéressant. Voilà. Allez, ça, on poursuit. Je trouve que PSG Liverpool. S'il y a de toute façon, Mourad l'a dit, s'il y a un match où le Paris Saint-Germain doit vigoureusement jouer ses chances, c'est au match aller. Et je pense que la cote, à mon sens, est un peu sous-estimée pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, sur le match aller. Là où il faudra faire attention pour les hommes de Luis Enrique, c'est dans la gestion de la profondeur. Ça veut dire que eux, ils ont l'habitude de presser et surtout presser très haut. Et on sait que Liverpool a effectué des transitions très rapides et donc se retrouvera très facilement soit en 1 contre 1, soit dans la surface adverse du Paris Saint-Germain. Et là, ça peut faire mal. Si le Paris Saint-Germain réussit le pressing, réussit à ne pas trop subir au milieu de terrain et ajuster justement cette gestion de la profondeur, là, à mon sens, le Paris Saint-Germain fera un grand match. Si c'est le contraire, ils se feront ouvrir en deux et là, par contre, ça sera très difficile. Pas de chance. Ouais, Yacine. Bilal. Alors, le PSG. Dans l'armoire de Liverpool, il y a combien de Ligue des Champions? Il y en a beaucoup. Je sais pas si c'était 7 ou 6. Ouais, 6. Ouais, 6. 6 Ligues des Champions. Et à Paris, il y a combien de Ligues des Champions? Bon, pour le moment, il n'y a que des finales. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Il y a une C2. Il y a une C2 dans la trophée. Pendant le Covid en plus. Quand les gens ils étaient tous malades. Il y a une C2, la Coupe des Coupes. Vainqueur de la Coupe des Coupes en 96. Franchement, même si c'est le PSG d'aujourd'hui, quand même, il est plaisant à voir. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de beaucoup de. Mais la véritable force du PSG, c'est quoi? C'est Vitinha. Vitinha, selon toi. Vitinha est en forme, il est capable de mener le PSG au sommet. Quand il n'est pas en forme, je pense que le PSG, il vacille. Au jour d'aujourd'hui, Liverpool n'est plus le Liverpool d'il y a quelques années, mais ça n'empêche qu'il est en plein renouvellement. Et à ce niveau-là, les Anglais, tu joues chez eux ou ils jouent chez eux ou à l'extérieur, il y a aucune différence. Et ils ont plus de mal à l'extérieur. À l'instant T, le PSG part favori. Quand on voit les derniers matchs, le dernier match du PSG en Ligue des Champions, pour moi, le PSG part avec une légère avance. Mais sur l'ensemble des rencontres, je pense que Liverpool ira visiter un peu ira chercher le trophée. Le 7e trophée. Ouais. Contre C. Je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement sur l'aller-retour, c'est comme à l'époque du grand Barça, sur un match, il peut perdre sur 2 matchs, il était toujours qualifié et je pense que sur les 2 matchs, avantage à Liverpool. Alors, je pense que Liverpool va peut-être manquer d'ambition parce que je pense qu'il voit qu'elle est le caractère technique aujourd'hui, la force collective du PSG, ce qu'il montre depuis le début d'année. Et ça on le voit. On voit aussi que psychologiquement, l'équipe est prête. Ouais. Et donc, je pense que peut-être Liverpool va se dire, pour ce match aller, on va pas risquer. On va essayer de contenir ce PSG qui va sortir pour mettre de la vitesse, aller trouver des espaces, nous cantonner en défense. Et là, c'est le risque peut-être pour Liverpool. Mais si le PSG ne réussit pas lors de cette première demi-heure, effectivement, à accouler Liverpool, à marquer comme il vient de le faire souvent au bout, on a vu ce qui s'est passé à Lille, 4-0 au bout des 45 minutes. S'il n'arrive pas à faire ça,
sur le match retour, je pense que Liverpool a vraiment les armes, et là je suis d'accord avec Yassine, l'expérience, et puis justement cette possibilité de pouvoir aller au-delà. Mourad, c'était le seul point sur lequel je voulais insister. Je pense que footballistiquement, ils ont rien à envier à Liverpool, le Paris Saint-Germain, c'est juste que d'un point de vue expérience. Et c'est pour ça que je disais que pour gagner une Ligue des Champions, il faut passer par des défaites et il faut accumuler de l'expérience. Et si il y avait élimination face à Liverpool, c'est pas grave, ça passerait par une défaite fondatrice. C'était là mon point tout à l'heure, parce que j'ai pas évoqué les raisons pour lesquelles une défaite serait pas un scandale, parce que c'est une équipe inexpérimentée, hyper jeune. C'est vrai. Quasiment la plupart n'ont jamais joué au plus haut niveau, peut-être jamais joué de demi-finale de Ligue des Champions avec leur club précédent ou avec le Paris Saint-Germain. Donc en tout cas, ça peut être que encourageant. En tout cas, faudra pas tuer le projet dans l'œuf, faudra lui laisser le temps, et je pense que le projet succès le temps au Paris Saint-Germain, alors. De Luis Enrique n'est pas fini. Allez, avant le tea time, Solal, on va t'écouter rapide avant de revenir à Mourad. Par rapport au PSG, je pense qu'il y a un mot qui va être décisif, parce que c'est vrai que dans leur campagne de Ligue des Champions, ils ont peu été surpris dans le jeu. Je parle pas dans les résultats ou dans l'attente d'un match. On pensait que le PSG allait gagner, au final ils se sont inclinés 2-0. Mais je pense que le PSG peut vraiment être surpris sur une action par Liverpool et se dire ça joue comme ça. Au niveau. Pas pour autant s'écraser et perdre le match sur une erreur qu'ils vont faire ou sur un coup de génie de Liverpool, comme ça avait pu être les années précédentes. Mais je pense qu'ils vont se manger en pleine face un coup d'éclair de génie où en 2 secondes ils vont pas comprendre ce qui va se passer pour eux. Liverpool à l'époque, c'est ça la Ligue des Champions, et là par contre ils vont être obligés de réagir. Liverpool à l'époque avait potentiellement les mêmes problèmes que le Paris Saint-Germain peut avoir aujourd'hui. C'était l'inexpérience. Quand je me rappelle face au Real Madrid, quand l'agressivité dans les duels avait été la clé. Je me souvenais de la blessure de Sergio Ramos envers Mohamed Salah. Donc voilà, après Liverpool s'est construit avec ça. Donc peut-être que le PSG sera un peu tendre face à Van Dijk, face à Konaté, etc. C'est un duel à distance entre Mohamed Salah et Dembélé. On va voir justement ce duel. Tu parlais de l'expérience, et c'est vrai que le PSG, rappelez-vous, a perdu lors de la dernière minute face à l'Atlético de Madrid. Ils s'attendaient pas à ça. Ils ont perdu le match face à l'Atlético de Madrid. On est tous inexpérimentés de quelqu'un. 10 jours avant, ils avaient gagné à la dernière minute face à Gérone. Donc effectivement, on est tous inexpérimentés de quelqu'un. Passe par là. Comme on est tous l'imbécile de quelqu'un, on est tous inexpérimentés de quelqu'un. C'est vrai. Voilà. La dernière rubrique de cette émission, on y va, c'est parti. Tea time avec Mourad. Oui, Bilal, merci beaucoup. En fait, c'est pour compléter. C'est plus un mini coup de gueule, et c'est un débat ouvert avec tous les membres de l'équipe. En fait, durant le tea time, nos éditeurs, ils savent que tous les lundis, on revient sur l'actualité du football anglais, notamment celle de la Première Ligue. Mais ce soir, j'aimerais qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Il y a effectivement un club anglais qu'on a évoqué, pas n'importe lequel, Yacine l'a précisé, qui se déplace au Parc des Princes en Ligue des Champions et qui en a remporté 6. Donc voilà, c'est le mythique Liverpool Football Club. Donc on a eu des débats sur cette confrontation qui pour moi c'est la plus prestigieuse. Je pense que pour Juan José c'est Real Madrid, Atlético Madrid, mais pour moi personnellement c'est la plus prestigieuse. On aurait pu évoquer l'histoire des deux clubs qui est très différente, la vision, leur style de jeu. On aurait pu comparer Slot et Luis Enrique, ça aurait pu être aussi un super débat. Mais moi j'ai choisi de remettre les pendules à l'heure, Bilal. Alors, sur notamment un débat, parce que j'ai vu trop de dingueries sur les réseaux sociaux. C'est super les réseaux sociaux. Et Yacine l'a évoqué, il a un peu spoilé le débat, mais bon c'est pas grave, il l'a allumé, donc il a lancé le débat. Il est sur les réseaux sociaux, Yacine. Alors est-ce que vous voulez savoir c'est lequel? Si je vous dis par exemple, j'ai envie de remettre la pyramide au milieu du visage, à votre avis je parle de qui? Mo Salah. Exactement, Mo Salah, mais pas que. Effectivement, il y a sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup on ose comparer Ousmane Dembélé avec Mohamed Salah. En fait, moi je voulais juste rendre à Salah ce qui appartient à Salah. Quand je vois la comparaison excessive qui lui est faite avec Ousmane Dembélé, j'ai l'impression que, alors pour les médias français, médiatiquement, Mohamed Salah, c'est Moustapha Mohamed du FC Nantes. Voilà. Quand même, c'est comme ça, c'est dit. Il a raison, Mourad. C'est super le FC Nantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de respect qui est mis sur le nom de Mohamed Salah. Il manque beaucoup de respect à Mohamed Salah en France. Exactement. Donc c'est juste un message un peu aux professionnels des médias, de leur dire de doser un peu sur Ousmane Dembélé. Alors oui, il est en furie en 2025. Il a 16 buts. 0 passe décisive, d'accord, mais quand même 16 buts. Mais de là à le comparer avec Mo Salah, voir Kylian Mbappé ou Vinicius qui lui a gagné la Liga, la Ligue des Champions, qui est là depuis X années,
je pense qu'on va un peu trop vite en besogne, d'accord? Et il y a même son nom qui circule pour le Ballon d'Or 2025. C'est folie, ça. Et c'est fou, c'est incroyable. On n'a même pas vu les giboulées de Mars et son nom circule pour le Ballon d'Or 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, je trouve que ça va un peu trop vite, voilà. Et surtout, le PSG n'est pas encore qualifié face à Liverpool. Donc c'est très bien de lancer ce genre de débat. Bien sûr. T'as même pas encore passé l'étape des quoi? C'est les quarts de finale ou huitièmes de finale? C'est le huitième de finale. Allez. Donc voilà, donc pour moi, voilà, quand on parle de Dembélé, pour moi, c'est de l'ordre de la surprise parce que hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il visait le stade Jean-Bouin sur ses frappes. Là, il est devenu subitement, du jour au lendemain, meilleur buteur du championnat. Ouais. Donc pour moi, on est plus de l'ordre de la dynamique, de l'ordre de la surprise. Donc voilà, Salah, Dembélé, pour moi, c'est un peu, pour ceux qui sont installés au travail ou ceux qui sont en recherche de travail, c'est un peu CDD, CDI. Voilà, Dembélé, pour moi, c'est un super CDD. Mais Mohamed Salah, c'est un CDI. Voilà, ça fait des années. Depuis 2017, il enchaîne les performances. Là, on parle même de lui comme étant potentiellement GOAT de la Première Ligue, où il a dépassé Thierry Henry en nombre de buts, où il a dépassé Thierry Henry en nombre de passes décisives. Donc je pense qu'il faudrait respecter les uns et les autres, même si Dembélé, pour moi, c'est un joueur que j'affectionne dans le 1 contre 1, dans le style de jeu, il déstabilise, etc. Mais voilà, Dembélé, pour moi, là, faut être mesuré. Il a peut-être potentiellement passé plus de temps sur les salles de kiné, sur les salles de massage que sur les terrains de football. Donc faut aller quand même doucement avec Mohamed Salah, d'accord? Et s'il veut un jour avoir un CDI, faudra peut-être non pas traverser la rue, mais passer sur la défense du Liverpool Football Club, Van Dijk, Konaté, etc. Mourad, et c'est là qu'on va pouvoir estimer et juger Ousmane Dembélé. Voilà. On voit bien. Mourad, tu l'actualité politique aussi, hein. C'est bien, Mourad. C'est très intéressant, effectivement, parce qu'en France, on a l'impression, effectivement, que Dembélé est devenu le grand Manitou du football français, sauf que on oublie tout simplement que quand la Ligue 1 a commencé au mois d'août, il a passé des semaines, il n'arrivait pas à marquer. À un moment donné, on s'est dit que pourquoi il était titularisé? Parce que il ne marque pas. Donc c'est vrai que depuis 2 mois et demi, 3 mois, effectivement, il marque, il est intéressant. Après, sur la Première Ligue, il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est que vous savez, il y a 3 équipes anglaises qui sont en 8e de finale. Il y a Aston Villa qui a très mal préparé ce match puisqu'ils ont été battus 4-1, donc de fait, il y a Arsenal qui n'a fait qu'un match nul, et que la seule équipe qui a vraiment préparé entre guillemets ce match, c'est Liverpool, qui a battu donc son adversaire de 2-0. Et là, la question que je me pose, est-ce que les équipes anglaises sont-elles en train d'avoir la tête, je pars pour Aston Villa et Arsenal, à la Champions League, quand on voit qu'effectivement il y a déjà 11 points de différence entre Arsenal et Liverpool, même si Arsenal a un match moins. Est-ce que effectivement ces équipes-là en 8e de finale vont être aussi compétitives qu'ils l'ont été lors de la phase des groupes? À savoir, Alison, avec Yassine. Réaction envers Mourad. Pour en revenir à Mo Salah, je trouve que encore une fois, on manque de respect à un joueur africain. Encore une fois, pour toi, c'est la vérité. Non, mais on est en train de parler de Mo Salah comme si c'était un joueur qui a fait un exploit, qui fait une bonne saison comme ça au hasard à Liverpool et que on connaît pas. Mais on parle de Mo Salah. Ça fait combien de temps qu'il est au niveau? Ça fait combien de temps qu'il est seul en équipe d'Égypte et qu'il fait le travail tout seul? Parce que ça aussi, il faut pas l'oublier et il faut le prendre en compte, même si effectivement les performances en Égypte étaient moins fulgurantes, mais parce que le mec était tout seul et parce qu'il était aussi un peu écarté, mis à l'écart de cet effectif dans l'équipe égyptienne. Et là, on parle de Dembélé qui n'a même pas, qui a mis même pas 25 buts, toutes compétitions confondues, comme un potentiel ballon d'or. Mais il faut juste redescendre. Là, Dembélé, il fait une saison normale. C'est-à-dire, il fait une saison d'un ailier normal, à 20 buts. D'accord, ça veut dire que le minimum qu'on puisse faire ailier de Ligue 1, non mais c'est ça. De Ligue 1. Un ailier de Ligue 1. Non mais c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que le minimum syndical qu'un joueur moyen plus puisse faire en Ligue 1, qu'on remette juste l'église au milieu du village, parce que ça c'est aussi important de le préciser. Il n'en est pas à 35 buts en 30 matchs, il en est à 25 buts en un peu moins de matchs. Donc déjà c'est des statistiques lambda pour un joueur de sa trempe. Pas faux. Qu'on se le dise. Et on peut le comparer à un autre joueur aussi. Surtout le salaire qu'il touche. Juste une chose. Allez, vas-y, à Mourad. À ce phénomène Dembélé. Il faut savoir qu'avant Dembélé, il y avait Mbappé. Mbappé, il est parti au Real de Madrid et il flambe. Donc au PSG, il faut trouver un remplaçant. Il faut trouver quelqu'un pour une image, pour vendre. Et par chance, aujourd'hui,
Dembélé, cartonne, il a de la réussite, mais le niveau de Dembélé avec Mohamed Salah, c'est incomparable. Mais non. C'est incomparable, il ne faut pas qu'on compare. Hein. Le seul Dembélé Dembélé qu'on peut comparer à Mohamed Salah, c'est le Dembélé de Dortmund. À la limite, on peut, même s'il ne marquait pas, mais ça n'empêche, c'est quelqu'un qui est quand même, il faisait rêver tout le monde. Il a toujours du talent, Dembélé, mais statistiquement. Tout à l'heure, Alisson a soulevé le problème de Mohamed Salah. Il est marqué, c'est un joueur africain. Il faut savoir que même en Afrique, les gens se doutent que Mohamed Salah soit le plus grand joueur africain de la Première Ligue. Mais Mohamed Salah, tout court, c'est le meilleur joueur de la Première Ligue des 20 dernières années, tout court. C'est pas uniquement... Il y a ce débat-là aujourd'hui de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur de la Première Ligue des 20 dernières années. Devant les Thierry Henry, devant les Eric Cantona, devant les Wayne Rooney, devant les Alan Shearer, devant les Michael Owen. Tout le monde est unanime. Les 20-25 dernières années, quel joueur a été à très haut niveau pendant ces 10 dernières années? Le seul qui l'a été, c'est Mohamed Salah. Au jour d'aujourd'hui, comparer Mohamed Salah avec Dembélé, avec tout le respect que j'ai pour Dembélé, que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Mohamed Salah, c'est au-dessus. Mourad, rapidement, c'est la fin de l'émission. Juste le mot de la fin, pour moi, Ousmane Dembélé, il débarque dans le très très haut niveau. Il débarque à peine là, en janvier 2025. Vas-y, Alisson. Il y a un concurrent éventuel qui s'appelle Vinicius, qui est au Real Madrid, qui a survolé le football européen l'année dernière et qui a tout gagné. Ligue des Champions, Liga, et qui n'a pas remporté le Ballon d'Or. Donc comment peut-on parler d'Ousmane Dembélé Ballon d'Or alors qu'il vient de débarquer sur l'échiquier du football mondial? Je vois ce que je veux dire? Bien sûr, Mourad. On retrouvera Mourad et son Tea Time la semaine prochaine, lundi soir, comme à son habitude, sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. À Alisson, à Yacine, qui a oublié les habillés avec l'autre aussi, avec nous, de les rapporter. On va essayer d'en trouver à la sortie de ce studio. À Juan Trocé aussi, qui nous a rapporté le soleil, à la réalisation, à la personne de Solal. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.